Donc les chartes gasconnes évoquent une invasion de la Gascogne très tôt, en 840. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lorsqu'on lit les ouvrages consacrés aux invasions en général, personne n'évoque cette attaque. Là, on évoque les attaques au nord de l'Europe, mais au sud, il n'y a rien du tout. Et la question, c'est pourquoi est-ce que les historiens n'évoquent jamais la Gascogne et cette attaque de 840 lorsqu'ils évoquent les invasions vikings? Eh bien, il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce qui s'était passé, et j'ai fini par comprendre que tout s'était joué en 1870 à Sedan. En 1870, il y a la guerre franco-prussienne, et la France subit une défaite effroyable, et dans cette bataille, dans cette guerre, elle perd l'Alsace et la Moselle. Et dans la foulée, la France est submergée par une vague anti-germanique qui va tout emporter sur son passage. Et les historiens vont volontiers tourner leur regard vers la Méditerranée, berceau de civilisation lorsqu'il s'agit de chercher les racines de la culture française. Par contre, ils vont bannir complètement toute référence au monde germanique. Et les Vikings font partie du monde germanique. Et c'est pendant cette période de rejet massif du monde scandinave que sont découverts en 1880 le bateau de Gokstad et en 1904 celui d'Osberg. Et ces découvertes vont enthousiasmer le monde entier qui va s'intéresser à cette civilisation scandinave, le monde entier, sauf la France, où cette vague anti-germanique est toujours très puissante. Et donc ce rejet du monde scandinave va durer jusqu'en 1911. Et en 1911, en fait, il est question de célébrer le millénaire de la fondation de la Normandie. Et on demande aux historiens normands d'écrire une histoire de la fondation de la Normandie. Or, cela fait plus de 40 ans que plus personne n'étudie sérieusement la question. Le seul à s'impliquer un petit peu, à côté de Louis Alphen, c'est Ferdinand Lott. Et ce dernier était en train d'écrire une histoire des invasions vikings en France, lorsque est paru en Allemagne Die Normannen und das Frankische Reich bis zur Gründung der Normandie. C'est le titre allemand donc d'une histoire des invasions vikings en France qui est sorti en 1904. Et cet ouvrage était tellement remarquable que Ferdinand Lott renonce à écrire son histoire des invasions, ce qui est bien dommage. Et lorsque les historiens normands viennent le voir pour savoir quoi raconter, Ferdinand Lott leur dit « Allez voir l'ouvrage de Walter Vögel, vous aurez tout ce dont vous avez besoin ». Et il se trouve que Walter Vögel va constater que les Vikings qui attaquent Nantes en 843 sont des Vestfaldingi, c'est-à-dire des guerriers du Vestfold, en Norvège. Or, il était de notoriété publique que c'était les Danois qui lançaient les invasions, et notamment autour de la Manche et autour de la mer du Nord. Et donc, Walter Vögel va faire une hypothèse, il va dire, manifestement, ce sont les Danois au nord, mais dans le golfe de Gascogne, a priori, ce seraient des Norvégiens, logiquement, venus d'Irlande. Et Walter Vögel va théoriser, il va couper la France en deux, il va dire, au nord de la Loire, on dirait que ce sont des Danois, et au sud, des Norvégiens. Et lorsque les auteurs normands lisent ça en 1911, eh bien ça les arrange bien, parce qu'ils sont en retard, et en fait, ils s'intéressent essentiellement aux fondateurs de Normandie. Et donc ils vont délibérément choisir d'étudier les faits et gestes des Danois au nord de la Loire, et d'ignorer ce qu'ont accompli les Norvégiens au sud. Donc tout ceci serait à peu près acceptable si on n'avait pas les annales de Saint-Martin, la chronique de Fontenelle. Et cette chronique de Fontenelle nous dit que Asger, qui prend Rouen en 841, met le siège devant Bordeaux en 847. Il s'agit en fait du même chef et qui intervient aussi bien au nord qu'au sud de la Loire. Et donc d'après l'école normande, eh bien il serait un Danois digne d'intérêt lorsqu'il attaque Rouen et deviendrait un Norvégien sans intérêt lorsqu'il assiège Bordeaux, principale ville du sud de la France. Donc on voit bien que cette position est intenable, c'est pourtant encore aujourd'hui la position officielle de l'université de Caen. Et donc, évidemment, avec une telle position, eh bien, on comprend pourquoi l'invasion de la Gascogne en 840 est passée sous les radars de la recherche historique normande. Alors, l'invasion de la Gascogne en 840 est évoquée par plusieurs textes, dont certains ne sont pas gascons. Et on a notamment la chronique du Tour, qui explique que la première année du règne de Lothaire
Hastein mena une grande offensive en France. On ne précise pas où est menée cette offensive, mais ce qui est intéressant, c'est que officiellement, il n'y a eu qu'une attaque viking à cette période, c'est celle contre Rouen en 841. Or là, la charte dit bien que cette offensive, qui est assez importante, va avoir lieu en 840. Et Robert Vass précise que Hastein ravage tant en Flandre qu'en Gascogne. Donc Hastein s'est illustré également en Gascogne. Et question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en 840 en Gascogne? Et là, nous avons des textes qui ont été relevés par Pierre de Marca, un érudit donc du XVIIe siècle, qui écrit une histoire de Béarn en 1640. Et il relève plusieurs documents, dont un témoignage émanant de la geste des Toulousains, écrite par Nicolas Bertrand en 1515. Et l'auteur fait référence à une charte gasconne qui évoque l'année de l'éclipse, une grande attaque en Gascogne qui va toucher de nombreuses cités de Gascogne. Or, l'éclipse, elle a eu lieu le 5 mai 840, et donc cette date confirme ce que nous disait la chronique de Tours, à savoir qu'il y avait eu une grande offensive en 840. Et Pierre de Marca note que il existe un fragment de l'Escar qui évoque toute une série de cités qui sont également qui sont prises par les Vikings lors d'une seule et même offensive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il précise que les Vikings vont se débarrasser, les Normands vont se débarrasser des évêques, et que plus aucun évêque ne sera nommé en Gascogne pendant un certain laps de temps, pratiquement un siècle et demi. Et donc on voit que ce qu'ils décrivent, c'est pas une attaque de pillage, mais une attaque de grande envergure, avec une dimension politique, puisque lorsqu'on se donne la peine d'éliminer les évêques, c'est qu'on prend le contrôle politique d'un territoire. Et Pierre de Marca constatait que ces deux sources qui se recoupent sur le même type d'événement confirment que cet événement a bien eu lieu. Alors, certains regardent avec beaucoup de condescendance le témoignage de Marca parce que, en fait, il n'a pas de source première. Or, il se trouve que en 1810, on a découvert une troisième source qui évoque également l'offensive de 840. On est à Mont-de-Marsan et en 1810, on rase le château médiéval pour moderniser la ville. Et dans les fondations du château, on trouve une niche avec quelques parchemins, 5, et ces parchemins ont été rédigés en 1400 lors de la dernière réfection du château médiéval. Et ces chartes sont des copies, pour la plupart, de chartes plus anciennes datant de 1141, donc là, ce sont une époque contemporaine d'Aliénor d'Aquitaine, époque à laquelle on retite de Mont-de-Marsan. Mais une des chartes est plus ancienne encore, puisqu'elle est une copie d'une charte qui a été élaborée en 1012 à la demande du comte de l'Aubanère. C'est la raison pour laquelle j'appelle cette charte la charte de l'Aubanère. Et cette charte de 1012 est elle-même une compilation réalisée à partir des écrits de l'évêque de Dax, qui est témoin de l'invasion scandinave en 840. On a donc un témoignage de 840 qui est recopié en 1012, puis en 1141, puis en 1400, et qui enfin sort en 1810. Ça fait beaucoup de recopiage pour une source. Et du coup, lorsqu'on a découvert cette source en 1810, beaucoup de monde s'est passionné pour la question, mais très vite, il y a eu des doutes sur l'authenticité de ce document. Et un des éléments les plus troublants, c'est que les 5 chartes avaient été écrites manifestement par la même personne. Ceci dit, c'est parfaitement logique, puisqu'elles avaient toutes été recopiées, évidemment, en 1400, lorsqu'on les avait emmurées. Et c'était forcément le même scribe qui avait rédigé ces chartes. Mais bon, il y a eu une polémique, et le préfet du Plantier qui menait le chantier a été accusé d'avoir créé ces faux. Donc il avait autre chose à faire. En 1810, on était en pleine guerre napoléonienne, en guerre d'Espagne, et donc les chartes sont remisées dans un coin de l'hôtel de ville de Mont-de-Marsan. Elles vont être redécouvertes 30 ans plus tard, en 1840, et à nouveau, on va se passionner pour ces chartes qui disent quelque chose qui a priori est surprenant, c'est que les Vikings ont pris le contrôle de Gascogne en 840.
Et donc il va y avoir un débat, et en 1861, 21 ans plus tard, un jeune érudit qui va faire une grande carrière, Jean-François Bladet, va se fendre d'un article qui va faire l'unanimité pour lui. Il va démontrer que cette charte est un faux. Alors, Jean-François Bladet va remarquer qu'il y a quelques termes qui sont douteux, ambigus, uniques, et puis il va mettre le coup de grâce quand il va démontrer que cette charte précise que la Dour a son embouchure à Cap-Breton. Alors, l'embouchure de la Dour a bougé au fil du temps sur le littoral landais, et donc, d'après la charte de l'Aubaner, l'embouchure se trouvait à Cap-Breton. Et Jean-François Bladet va dire, c'est faux, elle n'était pas à Cap-Breton, à cette époque, elle était à Bayonne. Et pour preuve du positionnement de la Dour à l'époque, Jean-François Bladet va citer la petite légende de Léon. Alors là, on a un problème, c'est qu'il fait référence à une légende pour prouver que l'embouchure était à Bayonne. Et qu'est-ce que dit cette légende de Léon? Ben, elle dit que les Normands occupent Bayonne. Or, comme les Normands s'installent aux embouchures, c'est donc que l'embouchure était à Bayonne. Bon, on voit bien que l'argument ne va pas bien loin, d'autant que lorsque l'embouchure était à Cap-Breton, elle était seulement à 18 km de Bayonne, donc ce n'est pas un argument. Et donc, pourtant, malgré la poussivité de l'argumentaire, eh bien, le jugement, le verdict de Bladet va être repris à l'unanimité par les historiens gascons qui vont dire que cette charte n'a aucune valeur. Bon, on sait aujourd'hui que effectivement l'embouchure se trouvait à Cap-Breton et que le faussaire, entre guillemets, disait vrai. Et pourtant, malgré cette évidence qui vient contredire le verdict de Bladet, jamais aucun historien gascon n'a réévalué cette charte. Alors moi, quand je lis cette charte, bah évidemment, elle a été recopiée 5 fois, donc il y a des approximations qui se sont introduites, il y a des termes qui sont à contresens, mais je constate que cette charte donne deux informations hautement improbables. Cette charte dit que les Vikings qui envahissent la Gascogne viennent de Finibusterrae, c'est-à-dire la pointe de Grave à l'embouchure de la Gironde, et de Mimizan. Et que depuis ces bases, ils déferlent sur la Gascogne. Or, encore aujourd'hui, et en 1810 c'était également vrai, on a toujours dit que les Vikings réalisaient des raids saisonniers, qu'ils attaquaient l'été, qu'ils repartaient hiverner en Scandinavie. Et donc, lorsque le faussaire dit que les Vikings viennent de la côte, eh bien, il dit quelque chose que personne ne peut croire. Pourtant, effectivement, quand on regarde les textes arabes qui nous disent que les Vikings sont installés sur la côte et les textes scandinaves qui nous disent qu'ils sont là dès les années 770, en fait, le témoignage de ce faussaire est conforme à ce que nous disent les textes les plus anciens. Une autre information intéressante est donnée par cette charte. Elle explique que les Vikings vont envoyer des auxiliaires dans les monts ibériens, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer des éclaireurs dans les cols pyrénéens. Or, depuis toujours, on nous dit que les Vikings remontent les fleuves et restent près de leurs bateaux. Vous lisez ça dans toutes les chroniques, dans tous les textes académiques, universitaires, aujourd'hui en France. Et là, le chroniqueur dit non, ils ne restent pas près de leur bateau, ils ne restent pas sur le fleuve, ils vont explorer les cols pyrénéens. Ce qui, pour un faussaire qui veut être cru, est absurde. Par contre, si on part du principe que ce sont effectivement un clan de commerçants qui est installé en Gascogne et qu'il est intéressé par la Méditerranée et la richesse de l'Espagne, il est parfaitement normal que ces gars-là aillent explorer les cols pyrénéens, qu'ils ne regardent pas comme des voies sans issue, mais au contraire comme des voies d'accès vers la prospérité espagnole et méditerranéenne. Et en fait, il est parfaitement logique que ces Vikings venus des côtes viennent explorer les cols pyrénéens. Et ces deux éléments d'information qui sont totalement contradictoires avec le discours général qui nous dit « ils viennent de Scandinavie, ils restent sur les fleuves », eh bien, à mon avis, sont de nature à prouver que cette charte est effectivement très proche de ce que fut la réalité et que ce n'est certainement pas un faux, comme veulent le croire beaucoup d'historiens aujourd'hui en Gascogne. Alors, on a d'autres textes qui parlent de cette invasion de 840, mais ce qui est intéressant, c'est que même les annales de Saint-Bertin semblent évoquer cette attaque. Alors, elles le feront de manière indirecte.
la première mention d'une attaque viking en France par les Annales de Saint-Bertin, c'est l'attaque contre Rouen en 841. Et lorsqu'on lit les Annales de Saint-Bertin version française, on dit que des pirates venus du nord viennent attaquer Rouen. Or, lorsqu'on reprend le texte latin des Annales de Saint-Bertin, on voit que les pirates arrivent ab Oceano Euripo, par le détroit de l'océan. Or, Rouen, c'est dans la Manche, il y a deux entrées. Au nord, on a le détroit du Pas-de-Calais qui donne donc sur la mer du Nord ou mer des Anglais. Donc si les Vikings étaient venus du Nord, il aurait dû dire venus du détroit de la mer des Anglais. Mais là, il dit il vient ab Oceano Euripo, du détroit de l'océan. Eh bien, le détroit de l'océan désigne l'ouverture océanique entre le cap Lizard et le cap Finistère. Ce texte dit clairement que les Vikings qui attaquent Rouen venaient de l'ouest. Ils ne sont jamais venus du nord, et pourtant, tous les historiens continuent de dire ab Oceano Euripo signifie qu'ils viennent du nord. C'est complètement faux. Maintenant, s'ils viennent de l'ouest, ils n'ont que deux provenances logiques possibles, l'Irlande d'un côté, la Gascogne de l'autre. Or, on vient de voir que, en 840, les Vikings ont envahi la Gascogne. Et donc, lorsque les Annales de Saint-Bertin nous disent que cette flotte qui attaque Rouen vient ab Oceano Euripo, elle suggère clairement qu'elle vient de Gascogne. Alors maintenant qu'on a cette information, pourquoi est-ce que la flotte venue de Gascogne attaquerait Rouen? Or, on a vu qu'en 840, si les Vikings s'emparent de la Gascogne, c'est pas pour nuire à Pépin II, mais c'est pour protéger son héritage d'une reconquête franque, tandis que lui est en prison à Aix-la-Chapelle. Et donc, les Vikings de Gascogne sont alliés avec Pépin. Et pendant l'hiver, Pépin va réussir à s'évader et à rejoindre l'Aquitaine. Et il va y avoir une bataille qui se prépare, qui aura lieu le 24 juin, la bataille de Fontenoy-en-Puisé. Et cette bataille va opposer Charles le Chevalier avec son frère Louis le Germanique contre Lothaire, le frère aîné, associé, allié avec son neveu Pépin II. Et donc, lorsque les Vikings attaquent Rouen, en fait, ils attaquent les édifices religieux, c'est pas pour piller les édifices religieux, c'est pour obliger Charles Chauve à interrompre ses préparatifs et envoyer une partie de son armée à l'embouchure. En faisant ça, ils vont faire prendre plusieurs semaines de retard à Charles Chauve dans ses préparatifs. Or, Pépin avait besoin de ce délai pour reprendre en main son armée, la mobiliser et la porter à Lothaire en vue de cette bataille. Et effectivement, lorsque la bataille a lieu le 24 juin, eh bien, Pépin est arrivé de justesse à temps pour rejoindre son oncle Lothaire, et ensemble, ils vont affronter Charles le Chauve et Louis II le Germanique. Et donc, à chaque fois, les Vikings de Gascogne se comportent en alliés de Pépin II, aussi bien quand ils envahissent la Gascogne pour protéger son héritage, que lorsqu'ils attaquent Rouen pour créer une diversion et gagner du temps. Et donc, on le voit, les Annales de Saint-Bertin, en mentionnant ab Oceano Euripo, confirment que les Vikings viennent bien de Gascogne et accréditent l'idée que, effectivement, en 840, les Vikings ont bien pris le contrôle de la Gascogne, comme le disent les sources gasconnes, comme le suggère la chronique de Tours.